Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de votre magazine 100% Éco, le magazine qui vous propose 2 fois par mois un focus sur un point précis de l'économie en Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e édition. Des mouvements de population ont toujours été observés à l'orée des grands progrès économiques. En Afrique, la population urbaine est passée de 115 millions en 1970 à 413 millions en 2010. Elle a donc été multipliée par 4 en 40 ans. Cette dynamique est encore plus importante en Afrique subsaharienne où la population urbaine a quintuplé au cours de ces 40 dernières années. Les projections anticipent un taux d'urbanisation de 50% d'ici 2030 et de 62% d'ici 2050. Alors, cette explosion de la population urbaine en Afrique est-elle source de progrès économique ou à la fois source et conséquence de la pauvreté? L'Afrique et les mégalopoles, c'est le sujet dont nous allons traiter ce soir. Au sommaire de cette édition, notre premier reportage nous emmènera au Burkina, à la rencontre d'organisations qui ont fait du traitement des déchets leur priorité. Dans notre deuxième reportage, le maire de Saint-Louis, M. Cheikh Bamba Dièye, nous recevra au Sénégal pour évoquer les aspects de la croissance de la ville de Dakar. Enfin, notre success story de la semaine nous plongera au cœur d'Abidjan, où s'est tenu le Salon de l'architecture et du bâtiment, une manifestation qui a mis l'accent sur les priorités des populations afin d'y apporter des solutions durables. Avec moi sur ce plateau, ce soir, Monsieur Fouad Harit, bonsoir. Bonsoir. Alors de quoi vas-tu nous parler dans ta chronique? Alors je vais parler de l'exode rural et de l'émancipation de la femme. Très bien, nous allons y revenir tout à l'heure. Avec plaisir. Avec nous également Monsieur Adil Farkan. Bonsoir Adil. Bonsoir Oriane, ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, donc, parfait. Tout va bien. Très bien. Donc tu vas intervenir un peu dans l'émission au fil de nos conversations. Je remplace de pied levé la Tiaya. C'est voilà, ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Je viens contribuer à 100% éco. Exactement. Ouais. Alors On connaît ça un autre registre, mais bon. C'est vrai. Le premier invité qui nous accompagnera donc dans cette première partie d'édition, Monsieur Gilles Pison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes démographe et directeur de recherche à l'INED, qui est donc l'Institut national des études démographiques. Donc nous allons revenir un peu sur les tendances démographiques en Afrique avec vous. Tout de suite, jingle. Le traitement des déchets au Burkina Faso devient une priorité pour le pays. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre afin que le traitement des déchets soit une priorité donc et soit effectué de manière optimale et que rien, bien sûr, ne soit laissé au hasard ni négligé. Tout de suite, décryptage. Des déchets plastiques à perte de vue. La ceinture verte de Ouagadougou, poumon écologique, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, le panier est remplacé par le sac plastique. Conséquence, la ville est envahie. Au centre de traitement et de valorisation des déchets, 300 000 tonnes d'ordures arrivent ici chaque année, soit 800 tonnes par jour. Les déchets plastiques représentent 20% de la collecte. Avec une durée de vie minimum de 500 ans, c'est une véritable catastrophe écologique. Premièrement, les conséquences vis-à-vis de l'environnement. Vous voyez que le sol est pollué. Nous assistons à une pollution du sol. Ça, c'est un. Deuxièmement, parmi ces déchets plastiques, il y en a qui contiennent des écritures et par conséquent de l'encre. Donc, à la faveur des pluies, voilà, l'encre dilue et après dilution, elle ne peut que prendre vraiment la direction de la nappe phréatique. Et ça contribue également vraiment à la détérioration du climat. Le terme technique consacré, c'est bien sûr les changements climatiques. Dans le nord du Burkina Faso, 30 bœufs sur 100 meurent chaque année pour avoir ingurgité des déchets plastiques. Pour faire face un tant soit peu à cette situation, en 2001, une ONG italienne met en place une unité de transformation de ces déchets. En 2006, celle-ci est rétrocédée à la mairie de Ouagadougou. Nous sommes ici dans le centre de valorisation des déchets plastiques et nous travaillons dans le plastique dans le cadre de la protection de l'environnement et surtout pour la propriété de la ville de Ouagadougou. Et ici, nous payons les déchets plastiques collectés par les riverains et nous faisons déchiqueter par les hommes que nous employons ici. Et nous les faisons tremper et on les lave le lendemain et on les fait sécher dans les caisses
pour les faire broyer. Et on obtient du granulé. Notre produit fini, c'est du granulé. Les granulés stockés ici dans des sacs sont rachetés par les usines de fabrique de plastique. Là-bas, on les transforme en poubelles, en pavés ou encore en kits scolaires. Par manque de moyens, cette unité de transformation est la seule que compte le Burkina. Ça aussi, tout ça, c'est la base du granulé. Et en les collectant, en les valorisant, non seulement nous préservons l'environnement, mais également nous contribuons à améliorer un peu la santé publique au niveau de la ville de Ouagadougou. Mieux, nous arrivons vraiment à créer des emplois et des revenus, voilà, qui permettent à une grande partie des groupements associatifs qui interviennent dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie de prendre en charge leur personnel. Malgré les efforts consentis, le problème persiste. La population, majoritairement analphabète, ne mesure pas l'ampleur des dégâts. Les campagnes de sensibilisation sur les conséquences néfastes des déchets plastiques restent jusque-là sans effet. La commune, à l'image du Rwanda et plus récemment du Kenya, lutte pour une réglementation de l'importation des emballages plastiques. Le directeur de la propreté prône tout simplement leur interdiction au profit d'emballages biodégradables. De retour sur le plateau de 100% Éco sur Télésud. Si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui nous traitons de la problématique liée à la croissance démographique en Afrique et de l'aménagement des mégalopoles. Parlons-en donc avec notre premier invité, M. Gilles Pison, qui est donc démographe et directeur de recherche à l'INED. Alors, comme on l'a vu dans ce reportage, on voit que le traitement des déchets devient aujourd'hui une réelle urgence en Afrique, au vu de l'augmentation de la population. Ma question est assez simple. Quelle est, selon vous, la réalité de la poussée démographique africaine? Alors, aujourd'hui, la planète compte un peu plus de 7 milliards d'habitants. Parmi eux, il y en a un peu plus d'1 milliard qui habitent en Afrique. Ah. Les démographes annoncent dans leur projection moyenne qu'en 2050, la planète comptera un peu plus de 9 milliards et demi d'habitants, dont 2 milliards et demi en Afrique. Donc ça ne sera plus un habitant de la planète sur 7 qui vit en Afrique, ça sera 1 sur 4. Et en 2100, les démographes annoncent 10 à 11 milliards d'habitants au total sur la planète, dont plus de 4 milliards en Afrique. Ça voudra dire plus d'1 habitant sur 3 de la planète vivra en Afrique. Donc il y a une montée de la part de l'Afrique dans la population mondiale. Donc de 1 habitant sur 7 aujourd'hui de la planète vivant en Afrique à plus d'1 sur 3. D'accord, c'est une croissance qui s'accélère d'ailleurs. Non. Alors, avec ça, à l'échelle mondiale, oui, la croissance démographique décélère. Elle atteint un maximum de plus de 2% par an, il y a 50 ans, et depuis elle a diminué, elle est moitié moindre, 1% par an. En Afrique, la croissance est relativement élevée, plus élevée qu'ailleurs, parce que les femmes, les familles ont encore beaucoup d'enfants. Alors, en moyenne, une femme met au monde autour de 5 enfants, en moyenne chacune en Afrique, compte à peine plus de 2 en Asie et en Amérique latine, et à peine plus d'1,5, donc on est en dessous de 2 enfants, en Europe. Donc ce qui alimente la croissance démographique rapide et plus rapide en Afrique qu'ailleurs, c'est le grand nombre d'enfants qui naissent, même si les familles commencent à limiter leur naissance. Ah, très bonne remarque, ça fait une très bonne transition par rapport à ma prochaine question. Quel est, disons-le, l'avenir démographique de l'Afrique? Est-ce que vous pensez, selon vos statistiques, que les familles auront tendance à limiter leur naissance? Alors voilà, on voit en Afrique débuter la limitation des naissances, oui, comme il y a 50 ans ou 40 ans en Asie et en Amérique latine, où à l'époque les familles avaient 5-6 enfants en moyenne chacun, elles se sont mises à limiter leur naissance, et très rapidement. Alors en Afrique, les familles commencent à limiter leur naissance, mais pour l'instant le mouvement est vraiment amorcé qu'en ville et dans les milieux instruits. À la campagne, les femmes ont encore beaucoup d'enfants. Mais elles commencent à limiter leur nombre. Cela dit,
plus lentement que ce qu'on avait observé il y a 40 ans en Asie et en Amérique latine. Donc c'est une des questions que se posent les démographes. À quel rythme les Africaines et les Africains vont-ils limiter leur naissance? Parce qu'il n'y a pas de doute que l'Afrique, comme les autres continents, va limiter ses naissances. La question, c'est à quel rythme? Est-ce que ça va être comme en Asie et en Amérique latine il y a 40 ans et comme il y a un siècle, voire plus en Europe, assez rapidement, ou alors plus lentement, ce qui veut dire une progression importante, encore plus importante qu'on imagine, de la population de l'Afrique. Donc c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Eh bien, on a besoin de plus d'études et de recherches pour observer les comportements. Parce qu'avec ça, ça ne veut pas dire que donc, l'Afrique va échapper au phénomène universel de limitation des naissances. Les familles souhaitent de plus en plus avoir peu d'enfants, mais investir sur chacun d'eux pour qu'ils réussissent à l'école, pour qu'ils aient un métier. Et ça, c'est un phénomène qu'on a observé partout sur la planète et qu'on observe également en Afrique. D'accord. J'ai une question sur l'urbanisation. J'ai lu dans le magazine L'Opinion que vous aviez déclaré que l'urbanisation n'a pas encore atteint le niveau de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, et que les disparités régionales sont importantes. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de précisions sur ces disparités régionales, justement? Oui, alors, à l'échelle de la planète, un peu plus de la moitié des habitants vivent en ville. En fait, le phénomène d'urbanisation, c'est un lent phénomène qui a commencé il y a très longtemps. Hein, et c'est en 2007, donc il y a 6 ans, que l'humanité a franchi un seuil. Jusque-là, la majorité de la population était rurale. Et en 2007, 50%, 50%. Et depuis, la majorité de l'humanité est devenue urbaine. Mais l'Afrique reste encore majoritairement rurale. 40% seulement de la population vit en ville en Afrique. Alors que la proportion, elle est de 45% en Asie et de 75% en Europe, voire 80% en Amérique latine. Donc l'Afrique est le continent le moins urbanisé pour l'instant, même si l'urbanisation progresse. Probablement que le mouvement va se poursuivre et que bientôt, plus de la moitié de la population va être urbaine en Afrique. C'est un mouvement qui est séculaire et que partout on observe. D'accord, très bien. Des questions, Adil? Oui, je voulais juste revenir sur la réduction des naissances. On sait que, par exemple, en Chine, il y a une politique qui a été installée donc, en ce qui concerne l'enfant unique, par exemple. Est-ce qu'en Afrique, il y a des campagnes qui visent à communiquer donc, à la population pour faire moins d'enfants, justement, comme en Chine, ou est-ce que ça se fait de manière totalement naturelle, justement, dû à cet exode rural? Alors d'abord, pour la Chine, c'est pas parce que il y a eu des campagnes que les Chinoises et les Chinois... C'est d'abord à cause du souhait nouveau des familles d'avoir peu d'enfants. Même si la politique de l'État, qui vise à offrir des moyens de limitation des naissances, est en Chine assez contraignante, hein, peut contribuer, mais c'est d'abord parce que les familles souhaitaient, il y a 40 ans, avoir moins d'enfants qu'on a vu la fécondité baisser. Alors en Afrique, eh bien, en Afrique du Nord, la fécondité a beaucoup baissé. Les femmes ont entre 2 et 3 enfants en moyenne chacune, contre 6, voire 7, hein, il n'y a pas très longtemps. Alors, le même phénomène devrait se passer en Afrique subsaharienne. Les États ont souvent des politiques visant à favoriser la diffusion de la limitation des naissances. Cela dit, le mouvement est assez lent. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est parce que les familles n'en veulent pas, ou est-ce que c'est parce que l'offre est mal organisée? Alors, d'une part, on s'aperçoit que les femmes, y compris dans les campagnes, y compris celles qui ne sont pas allées à l'école, souhaitent espacer leur naissance. Et donc, il y aurait possibilité donc, de réduire un peu la fécondité par cet espacement. Probablement qu'elle ne bénéficie pas des moyens, l'offre est insuffisante. Hein. Cela dit, dans les campagnes, beaucoup de femmes souhaitent encore beaucoup d'enfants. Beaucoup de familles souhaitent encore des enfants, mais moins que leur mère. C'est une tendance qui tend à changer ou c'est vraiment... Alors en ville, les conditions sont tout autres, les logements sont plus petits,
la vie coûte plus cher. Et puis les enfants familles souhaitent investir, mettre leurs enfants dans de bonnes écoles, ça coûte. Et on voit bien qu'on ne peut pas faire ça avec beaucoup d'enfants. Et du coup, la fécondité baisse. Et du coup, voilà, les familles, les femmes utilisent la contraception. Alors, il y a un autre facteur qui joue, c'est que les gouvernements, même si officiellement, ils sont pour la limitation des naissances, ils organisent l'offre, ne sont pas tous convaincus que c'est bien de limiter les naissances et que c'est bien de limiter la croissance démographique. Parce que c'est pas finalement aussi une politique qui vient de l'extérieur de l'Afrique aussi. Voilà, c'est perçu comme politique extérieure et imposée. Et en eux-mêmes, ils trouvent que c'est pas plus mal que la population augmente, que le pays compte plus d'habitants. Oui, parce que vu de l'extérieur... Les responsables politiques, mais aussi toute la chaîne, y compris les infirmiers, les personnels en charge de diffuser. Et donc, il y a un peu un double discours. Et ça, c'est la différence entre l'Afrique subsaharienne d'aujourd'hui et l'Asie et l'Amérique latine d'il y a 40 ans. Tout le monde était convaincu qu'il fallait réduire la croissance démographique. En Afrique, tout le monde n'est peut-être pas convaincu que c'est bon pour l'Afrique. D'accord. Adil, une question? Oui, je vous ai beaucoup entendu parler de Gilles Pizon de démographie mondiale, de la population de l'Afrique, mais j'aimerais surtout m'intéresser à quelles sont les méthodes utilisées justement d'études. Alors, pour faire avancer ces chiffres-là, parce qu'effectivement, je vous vois avancer beaucoup de chiffres, mais j'imagine que vous avez aussi des méthodes d'études. Ce que l'on sait sur la population, c'est grâce au recensement. Tous les pays organisent des recensements régulièrement. Le Sénégal, par exemple, va organiser son prochain recensement dans 1 mois. Et donc ça, c'est la base. Une deuxième source d'information, c'est l'état civil. Malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, il est incomplet. Toutes les naissances ne sont pas déclarées, tous les décès ne sont pas déclarés. Or, dans les pays du Nord, c'est l'état civil qui fournit les éléments pour calculer le taux de natalité, le taux de mortalité. En Afrique, il est incomplet, il ne peut pas être la source d'une mesure. Du coup, on organise des enquêtes sur des échantillons représentatifs de la population pour mesurer la natalité, la mortalité. Alors, on a des mesures moins précises que dans certains pays du Nord, mais tout à fait raisonnables. Donc, ça permet de suivre les évolutions. Et donc, les chiffres que je vous ai cités sont assez fiables, même si il faut faire de nouvelles enquêtes et pour améliorer, affiner les mesures. On a besoin de plus d'enquêtes. Très bien. Merci Gilles Pizon. Nous allons passer donc à la chronique de Fouad. Tu vas nous parler aujourd'hui de l'exode rural et de l'émancipation de la femme. Exactement. Vous savez qu'en Afrique, dans les campagnes, arrêtez-moi si je me trompe, les femmes sont considérées comme des moyens économiques très importants. C'est-à-dire qu'ils accomplissent un travail très important, parfois même plus que l'homme, puisqu'elles travaillent quand même de la terre du matin au soir avec des moyens modernes dont elles ne disposent pas, comme il en existe en Europe. Donc elles accomplissent vraiment un travail de mutant alors qu'elles n'ont aucun droit pour la plupart sur ces terres puisqu'elles reviennent généralement au chef de famille ou au chef de village. Et donc on ajoute avec ça les tâches liées à l'éducation des enfants, des tâches liées à l'entretien du foyer. Donc on peut d'une certaine manière considérer que l'exode rural est une forme de liberté pour la femme puisque voilà, elle quitte un peu ce travail. Pour s'accomplir ailleurs. Exactement. Mais cette liberté a parfois un coût, puisque, ma chère Oriane, figurez-vous que les enfants deviennent ne deviennent plus un soutien économique, mais une charge puisqu'ils vont à l'école, alors qu'en campagne, les enfants travaillent, aident les parents dans les champs. Et par exemple, en Afrique du Sud, est-ce que vous saviez que seulement 35% des enfants vivent avec leurs 2 parents biologiques? Ce qui est quand même un chiffre très bas parce qu'il faut savoir que les enfants restent surtout avec leur mère. Donc les mères ont aussi une tâche encore plus difficile à accomplir lorsqu'elles vont en ville. Donc cette liberté, finalement, est parfois malchanceuse. Et dans la majorité des cas, comme je vous le disais, c'est bien la mère qui garde l'enfant. Aujourd'hui, il existe de nombreuses campagnes contre cet exode rural, comme il y en a actuellement au Sénégal. La semaine dernière, il y a eu une campagne contre l'exode rural des femmes du village de Ngoy. Donc ces femmes fuient un peu la misère de leur campagne pour aller chercher un travail en ville. Mais le problème, c'est qu'elles reviennent parfois sans argent, malades, puisqu'elles vivent également dans des conditions sanitaires déplorables. Elles sont parfois à 5, voire plus, dans une seule minuscule chambre. Donc cette campagne prévoit
donc le retour donc, de ces femmes dans leur campagne avec des services tels que les microcrédits ou l'élevage de brebis, donc pour les maintenir dans ces villages. Donc juste pour arrêter, est-ce que vous saviez que est-ce que vous savez que nous sommes en pleine décennie de la femme en Afrique? Ah, je ne savais pas. Vous ne savez pas. Donc Très voilà, intéressant. c'est un plan qui a été mis en place par la direction Femmes, Genre et Développement de l'Union africaine. Donc c'est de 2010 à 2020. Donc cette décennie, voilà, elle est consacrée uniquement donc, à la femme, à la réussite. Juste pour faire un petit classement, en août dernier, le magazine Forbes a sorti sa liste annuelle des femmes les plus influentes au monde. Qui arrive en tête? Voilà, donc il y a quand même 3 Africaines dans ce classement. Ah, c'est pas mal. Il y a 3 Africains dans ce classement. Donc à la 47e place, on retrouve la présidente du Malawi, donc qui est Joyce Banda. À la 83e place, on a la ministre nigérienne des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala, qui est également l'ex-directrice générale de la Banque mondiale. Et à la 83e place, on a Ellen Johnson Sirleaf, donc la présidente du Liberia, et qui est également le prix Nobel de la paix 2011. Ah, donc 3 femmes, c'est mieux que rien. C'est déjà ça. Merci. Et il y a quand même, juste pour le préciser, il y a quand même 11 femmes noires au total dans ce classement, donc hors Afrique. J'ai une question par rapport à ta chronique. Est-ce que les campagnes de sensibilisation touchent justement ces femmes? Est-ce que ces campagnes sont efficaces ou aucun changement n'est constaté? Pour l'instant, elle vient d'être mise en place la semaine dernière. Donc il y a déjà quelques femmes qui sont revenues, notamment on est en pleine période de Tabaski, donc au Sénégal, donc la fête du mouton un peu partout dans le monde. Donc les femmes qui vont travailler en ville reviennent généralement pour les occasions comme les fêtes. Donc cette campagne tombe plutôt bien puisque ces femmes sont de retour au village et on va justement, les autorités locales vont essayer de tout faire, de tout mettre en œuvre pour les garder sur place et les convaincre à développer des microcrédits avec les structures qui vont les accompagner, des élevages de brebis. Parce que si ces femmes, justement, quittent la campagne, vont en ville, il ne reste plus grand monde en campagne, les agricultures sont abandonnées. Et puis, espérons que ça marche. On espère pour elles. Voilà, exactement. Merci, Fouad. Monsieur Pizon, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. Bien. Tout de suite, deuxième partie d'émission, Jingle. Poursuivons donc l'émission avec le deuxième reportage tourné au Sénégal, où M. Cheikh Bamba Dièye, le maire de Saint-Louis, nous parle de la croissance de la ville de Dakar. Alors, quels sont les facteurs ayant favorisé l'évolution urbaine dakaroise et comment se caractérise-t-elle? Quelques éléments de réponse avec M. Cheikh Bamba Dièye, c'est le portrait de la semaine. Le Sénégal compte environ 15 millions d'habitants, la plupart installés sur la presqu'île du Cap-Vert. En un demi-siècle, la population du pays a été multipliée par 5. Pour Cheikh Bamba Dièye, maire de Saint-Louis et ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, auparavant en charge de l'aménagement du territoire, il faut repenser la ville. Les villes africaines, pour la plupart, sauf les villes traditionnelles, ont été créées par le colonisateur avec une fonction très claire. Tirer le maximum de ressources de l'intérieur du pays pour faire vivre la métropole. Et de ce point de vue-là, il n'y avait rien dans les centres urbains qui existaient à l'époque qui avait pour fonctionnalité trouver les réponses aux 4 questions essentielles qui fondent une cité urbaine. C'est-à-dire créer une cité, un espace de vie pour que l'individu puisse y travailler, puisse y circuler de manière décente, cultiver son corps et son esprit et y habiter. Donc, nécessairement, lorsque nous sommes devenus indépendants, il devient absolument nécessaire, de manière à l'intérieur des centres urbains, de revoir la problématique et les dynamiques urbaines en cours, mais à l'échelle macro, à l'espace de l'aménagement d'un territoire ou d'un pays, il est extrêmement important de casser la dynamique coloniale. Cette dynamique coloniale fait aujourd'hui que sur 0,3% ou 0,3% de la superficie nationale habitent les tiers de la population du Sénégal et 90% des usines et de toute l'activité économique de notre pays est ancrée à ce niveau-là. Il n'y a aucun avenir pour notre pays si nous devrons continuer à maintenir cela. Dans le but de désengorger Dakar et de créer de l'emploi dans les régions, l'État du Sénégal engage l'acte 3 de la décentralisation. La capitale est à Dakar, le palais présidentiel est à Dakar, mais les ressources sont partout dans le pays.
Et je crois que c'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est autour de cela qu'il faut voir la politique d'aménagement du territoire ou de réaménagement du territoire initiée par le président de la République et autour duquel nous sommes tous en tant qu'acteurs et de la décentralisation et du développement, nous nous accrochons et nous travaillons, chacun en ce qui le concerne et en y apportant des réponses. Et au niveau de chaque département ministériel, la problématique aujourd'hui, c'est tout faire pour que dans chaque localité, aussi éloignée de Dakar, que nous puissions créer des centres d'intérêt. Pour le Saint-Louisien, ingénieur des travaux publics de formation, le développement passe d'abord par les collectivités locales. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est convaincu que la question du développement de l'Afrique passera par les territoires. Je suis quelqu'un qui pense fondamentalement que lorsque nous nous investirons, le jour où nous arrivons à nous investir totalement pour nos territoires et que l'État central, dans un compagnonnage dynamique et sincère, accompagne les territoires, je suis sûr que les questions qui nous semblaient impossibles à résoudre trouveront facilement des réponses. Figure montante de la politique sénégalaise, Cheikh Bamba Diaye avoue un attachement viscéral à sa ville de Saint-Louis. Cette réalité, cette vécu, cette proximité, on ne peut pas l'avoir en tant que ministre de la République où on est là pour toute la population du Sénégal. C'est gratifiant, c'est énorme que d'être ministre dans une République et de participer derrière le président de la République et le gouvernement du Sénégal, avec tout le gouvernement du Sénégal, au programme de développement de notre pays. Mais il y a cette relation fusionnelle qu'on ne sent pas et qui existe au niveau des territoires. Et aujourd'hui, c'est la terre qui m'a vu naître, qui a vu naître mes parents et qui a vu naître mes arrière-grands-parents. Et c'est cette terre sur laquelle je me reconnais, je me sens et pour laquelle je serai éternellement redevable. C'est personnel, peut-être que d'autres ne partageront pas ces idées, mais j'estime que la fonction de maire n'a pas d'égal. L'édile de Saint-Louis invite les hommes politiques à assumer leur ancrage local pour mieux asseoir leur ambition nationale. On le dit souvent, penser global, agir local. Et lorsqu'on agit localement, on a toujours la possibilité de pouvoir appréhender le problème à l'échelle macro, puisqu'on connaît dans les détails les spécificités des problématiques qui sont en cours dans la société sénégalaise. Je pense, de mon point de vue, que l'évolution normale d'un homme politique, c'est de penser localement, d'agir localement, de donner des preuves à l'échelle locale et ensuite de se donner un destin national. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2012, Cheikh Bamba Diaye sera candidat à sa propre succession au printemps prochain à Saint-Louis. De retour sur le plateau de 100% Éco, merci de rester avec nous. Pour cette deuxième partie d'émission, nous a rejoint sur le plateau notre deuxième invitée, Aminata Ali. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable des études chez GIS Global, qui est une entreprise de conseil en urbanisme et en logement. Alors ma première question toute simple, GIS Global, concrètement, c'est quoi? GIS, comme vous le dites, non, c'est plutôt GIS Global. GIS, pardonnez-moi. Générale Immobilière Solutions. Très bien. Donc nous sommes une société de conseil en immobilier et on intervient en France pour de l'immobilier d'entreprise. En fait, on conseille les entreprises et on les assiste dans la gestion à commercialisation de leurs biens, de leurs actifs immobiliers. Et on travaille aussi sur l'Afrique, dans 4 pays. Le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et on accompagne également les entreprises dans l'implantation de leur activité, dans l'implantation de leurs employés. Et aussi, on s'occupe d'accompagner les diasporas de ces différents pays, dans leurs différents projets immobiliers dans ces pays-là. D'accord, vous vous occupez principalement des investissements. Des investissements. Les accompagner, les conseiller sur leurs investissements immobiliers en Afrique. Ouais. D'accord, très bien. Quelle démarche vous suivez-vous pour cibler justement des terrains constructibles pour vos clients? En fait, vous avez parlé d'accompagnement et d'implantation. Ouais. Oui, ce n'est pas nous directement qui ciblons les terrains. On a des représentants directement sur le territoire. Donc vous travaillez en partenariat, c'est ça? On travaille en partenariat. Pour le résidentiel, effectivement, on travaille avec les promoteurs, des notaires et tous les institutionnels qui travaillent dans l'immobilier. Oui, et... Ça va aller.
Et donc, je suis un peu perdue. Non, mais j'ai une autre question. La diaspora, par exemple, c'est une Oui. cible volontaire de votre part de cibler la diaspora? Oui, effectivement, parce que la première étape de la commercialisation commence en France. Nous, on va chercher les clients en France. Donc, a priori, la première cible, ce n'est pas des Occidentaux qui vont investir dans du résidentiel. Peut-être à la rigueur dans de l'investissement dans un patrimoine un peu plus rentable, disons. Et donc oui, effectivement, c'est... Et par rapport à votre à la demande actuelle que vous avez, comment se caractérise-t-elle? Enfin, quelle demande récurrente vos clients la première demande, effectivement, c'est revient les à chaque fois. entreprises D'accord. pour s'implanter. La seconde demande, c'est du résidentiel comme logement secondaire ou... voilà. Et de l'investissement locatif. On a de plus en plus de demandes d'investissement locatif. Les Africains veulent investir en Afrique dans le logement parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, aujourd'hui, avec le développement, la croissance, les taux de rentabilité sur ce type de biens commencent à devenir très intéressants. D'accord. Donc on a de plus en plus de demandes sur ce type de produit. Fouad? Ces clients, comment est-ce que vous les trouvez? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Puisque si j'ai bien compris, c'est uniquement des clients qui vivent en dehors du continent. Oui. Donc on va les chercher par le biais d'associations, par le biais de représentation de ces diasporas-là ici et par tous les canaux que l'on peut... Et justement, comment est-ce que vous ciblez? Quel est le profil de vos clients en Que général? vous retenez pour travailler avec eux? Ces clients que vous trouvez justement, leur profil? On a deux types de profils. Ceux qu'on va chercher et à qui on peut proposer par le biais d'organismes financiers avec lesquels on travaille une offre de crédit pour investir en Afrique. Et on a ceux qui viennent nous trouver tout seuls. Eux, ils ont déjà constitué, ils ont déjà leur projet défini, ils ont déjà un budget ficelé. Et donc, nous, on les accompagne juste sur le produit immobilier. Et juste pour conclure sur cette question, ces clients qui viennent à vous, est-ce qu'ils envisagent de s'installer en Afrique ou c'est principalement des résidences secondaires qu'ils veulent faire construire en Afrique avec votre aide et votre analyse? Dans un premier temps, c'est vraiment de la résidence secondaire. D'accord. Après, effectivement, les perspectives de développement qu'ils rencontrent en Afrique peuvent leur permettre de s'installer un peu plus durablement. Vous obtenez aisément des prêts bancaires, par exemple, des prêts de banques africaines? Oui, effectivement, le taux est assez important. Le taux de retour est assez important parce que nous, on contrôle déjà le dossier en amont avant de le confier à l'organisme financier. Donc s'il manque des pièces, s'il manque des éléments, effectivement, le dossier n'est pas communiqué. Donc c'est vraiment des dossiers solides avec des garanties, toutes les garanties qui sont déjà communiquées aux organismes financiers. Et c'est quoi les délais, par exemple? Pardon, Ariane. C'est quoi les délais entre le moment où on vient déposer le dossier, par exemple? Admettons, je viens taper à votre porte, je m'adresse à vous. Vous êtes en charge, vous, de me représenter donc en Afrique, c'est bien ça, dans un pays. Les délais dans tout ça, par exemple, ça reprend combien de temps? Est-ce que ça peut prendre 1 an, 6 mois, 5 mois, 2 mois? Les délais de gestion. Les délais de gestion, Oui. et puis les délais administratifs. Effectivement, le dossier, il a un parcours assez long. Il retourne dans notre structure en Afrique. Il y a une deuxième vérification en Afrique dans notre structure. Une autre vérification chez le promoteur si le produit acheté est passé par un promoteur. Il revient à notre structure avant de passer à l'organisme financier. Donc là, c'est assez rapide. En un mois, cette première phase est passée. Voilà. Et la phase, le cheminement global. Le cheminement global, après, effectivement, ça dépend de chaque organisme financier. Ça reste quand même dans des délais d'un peu plus de 6 mois. Plus de 6 mois? Oui. Ça ne décourage pas, non, vos clients, ça? Peut-être que vous les prévenez en amont. Ça les décourage
Ça les décourage, ils les encouragent à la fois. C'est ça. Voilà. Pour être propriétaire. Voilà. De toute façon, ils savent pourquoi ils s'adressent à eux, donc ils sont prêts à attendre les délais prévus. Et puis je pense qu'ils connaissent un peu le rythme, donc c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas à des délais monstrueux de 1 mois à 2 mois. S'ils sont vraiment... ils le savent déjà avant de s'adresser un peu à nous. Donc, Quels sont vos concurrents actuels? Est-ce que vous avez des concurrents actuels sur le marché? Vous êtes vraiment les seuls, vous avez le monopole de cette activité-là? Non, on ne peut pas avoir tout à fait le monopole de cette activité. Sur de l'immobilier d'entreprise, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas vraiment de concurrents. Sur du résidentiel, ça reste de l'activité immobilière, donc toute personne qui a la possibilité de faire des transactions immobilières peut se mettre sur ce segment. Donc c'est vrai que l'activité est assez dispersée. Ça peut être un individu, ça peut être une société qui a pignon sur rue, mais on a quand même pas mal de concurrence. Et est-ce que vous prévoyez, parce que vous avez dit que vous assistiez les entreprises désireuses de s'implanter en Afrique, et que vous les accompagnez dans leur développement, et également que vous les aidez à favoriser les investissements immobiliers sur le continent. Est-ce que vous prévoyez d'élargir votre champ d'activité, ou vous êtes vraiment axé sur ces trois activités-là? Notre entreprise est assez jeune, on a 2 ans d'existence. Donc, une jeune entreprise. On est une très jeune entreprise, donc on veut déjà être des référents incontournables sur ce type d'investissement, sur ce type d'accompagnement. Et effectivement, pourquoi pas s'étendre par la suite. Effectivement, là déjà, on commence à essayer de faire des partenariats avec d'autres pays. Intéressant. Avec quel pays, par exemple? C'est pas encore secret. C'est pas top secret, mais top secret. Non, on essaie de s'implanter un peu plus en Afrique centrale et occidentale, puisque nos implantations sont là-bas. Oui, parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes implanté dans 4 pays. Dans 4 si j'ai bien pays. compris. Il me semble que vous avez une formation d'urbaniste. Exactement. D'accord. Oui. Je voulais juste vous poser une question, donc je vais combiner les 2 questions en une. Juste pour commencer, votre point de vue justement sur le développement urbain, donc dans les pays que vous connaissez. Et est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer sur le nombre par exemple, de clients qui souhaitent faire construire dans les pays que vous suivez? Peut-être des chiffres à communiquer aux téléspectateurs. Le nombre de clients. À peu près, si vous n'avez pas de chiffre exact. Annuellement, on tourne autour de combien à peu près? Par exemple, je ne sais pas, pour le Cameroun ou le Congo. Est-ce qu'il y a une forte demande? Est-ce qu'il y a une explosion justement de la demande, ou c'est encore faible? Disons que le marché de la promotion reste... c'est encore compliqué à s'aventurer. C'est pas vraiment... Disons que ça reste une part dans un plus vaste marché de production de logements. Et avec... c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous communiquer de chiffres sur... Oui, c'est trop tôt. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts sur le nombre de logements. D'ici là, vous reviendrez peut-être. Oui, d'ici là, je reviendrai parce que là, on a engagé, dans notre société, on a engagé une étude, une vaste étude qui, là, pour le coup, couvre un peu toute l'Afrique sur ce thème-là, justement. Sur l'immobilier, sur les prix de l'immobilier, les taux de rentabilité de l'investissement. Donc, vous aurez ces chiffres-là très bientôt. Très bientôt. Très bien. Merci beaucoup, Aminata Ali. Tout de suite, nous passons donc à la suite de notre émission Jingle. Si vous étiez du côté d'Abidjan ces derniers jours et que vous vous intéressez aux questions d'urbanisme en Afrique, le Salon de l'architecture et du bâtiment édition 2013 était The Place to Be. Autrement dit, le lieu où aller, l'événement à ne pas manquer. Un tour d'horizon du salon Archibat, c'est la success story de la semaine.
Au cours des 20 prochaines années, les villes africaines compteront 300 millions de nouveaux habitants. Plus d'un Africain sur 2 résidera en ville à l'horizon 2030. Les villes seront alors surpeuplées, ce qui entraînera pollution, problèmes de transport et bien d'autres. Alors se pose le problème de l'urbanisation des grandes villes africaines comme Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les experts du domaine essaient de trouver des solutions afin d'éviter le pire au cours des prochaines années. Aujourd'hui, la ville s'étale sans une orientation de base. Chacun fait ce qu'il veut. Et la population ayant pour repère donc, la ville d'Abidjan. Abidjan est pratiquement la ville la plus sollicitée dans la sous-région et même sur le plan national. Donc la population augmente, on ne la maîtrise pas. On nous dit Abidjan a 5 millions d'habitants, ça il faut vérifier. Il y a une institution internationale qui nous disait il y a peut-être 5 ans que Abidjan a plus de 7 millions d'habitants. Donc ce sont des chiffres qu'on donne. Toujours est-il que pour un pays aussi jeune, dont l'urbanisme est encore jeune, maîtriser une population de 5 millions sur un espace donné, cela demande une certaine rigueur. L'inquiétude même, c'est l'installation anarchique de la population dans des sites non constructibles, ce qui fait qu'on a de l'habitat précaire. Je me demande même s'il y a quelqu'un qui disait qu'il y a au moins plus de 2 millions d'habitants dans les quartiers précaires. Initié en octobre 2007 par le Conseil national de l'Ordre des architectes, le Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat est une grande rencontre de l'ensemble des professionnels. Ainsi, les problèmes du secteur de la construction et de l'habitat sont évoqués et tous tentent d'y trouver des solutions durables. Guillaume Kofi, président du CNOA, nous explique les raisons de la création de ce salon. On avait tout simplement besoin d'avoir un espace d'échange et d'exposition. Un espace d'échange pour parler donc, des questions qui touchent à tout ce qui est développement urbain, qui malheureusement dans notre contrée, la Côte d'Ivoire, au niveau de nos villes de l'intérieur, mais surtout au niveau de la ville d'Abidjan, présentait donc depuis maintenant une trentaine d'années un déficit de planification. Et donc Archibat, c'était l'occasion d'avoir une plateforme où on pouvait échanger justement entre spécialistes sur ces questions-là. Habiter autrement, le thème de cette année s'inscrit dans le cadre de la promotion du patrimoine architectural par des réalisations simples et innovantes. C'est quoi habiter autrement ? On constate effectivement qu'Abidjan est en train de s'étendre et on ne sait où d'ailleurs, on ne sait même plus où est-ce qu'on va. Donc il faut que nous pensions la ville autrement, que nous planifions autrement. Il faut que nous fassions en sorte qu'avec l'aide de l'État, les administrations soient décentralisées et que dans chaque quartier, on puisse habiter, qu'on puisse y travailler et qu'on puisse y avoir ses loisirs. De sorte à éviter donc de grands déplacements et ça serait habiter autrement. Donc pour pouvoir y arriver, ça veut dire quoi? Il faut que l'Ivoirien arrive à accepter chacun ne peut plus avoir sa petite maison avec son petit toit pour dire oui, moi j'ai ma petite villa. Il faut que nous apprenions à habiter en hauteur, qu'on habite groupé pour partager le maximum d'espace vert en commun, parce qu'il en faut également, il faut que nos villes respirent. Regarde. Le salon Archibat a une portée internationale. Il enregistre la participation de plusieurs délégations étrangères, France, Angleterre, Italie, Burkina, Sénégal. Plus de 15 000 personnes ont déjà visité le salon. Au niveau du salon, nous existons donc depuis 2007. Il y a une progression moyenne de 20 à 25% tous les 2 ans. Donc vous imaginez, on était parti avec 8000 visiteurs en 2007. Nous avons fini à peu près à 12 000 en 2011. Et cette année, j'espère que nous allons passer le cap des 15 000, voire des 20 000 visiteurs. Archibat, ce sont aussi les innovations. Yolande Doucouré, architecte, a bâti une maison témoin afin de montrer à tous qu'obtenir un habitat low cost, mais qui a tout le confort d'une maison moderne, c'est possible. Ce sont des méthodes à inventer pour que les nouveaux logements soient écologiques, durables et accessibles à tous pour vivre autrement. Je suis la conceptrice de ce logement.
dans le thème de habiter autrement, j'ai voulu faire montrer aux gens que la terre est un matériau noble, écologique, qui existe partout. On a besoin de loger le maximum de personnes. Et c'est une technologie qui nous permet de remédier à ce type de problème. Donc c'est une maison de 77 mètres carrés que nous montons en 6 semaines. Parce qu'il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de structure. Ce sont des briques qui sont montées comme des Legos sur un sous-bassement. Et nous montons la maison en 3 semaines. On a voulu faire remarquer, c'est que les professionnels sont capables de proposer autre chose avec des surfaces minimales. C'est ça notre fonction d'architecte, montrer qu'on peut faire autre chose, qu'on peut concevoir. C'est notre fonction première. Vous regardez, la maison, elle est simple, mais elle est bien conçue. Jusqu'à 7 personnes peuvent vivre là. C'est ça le principe, habiter autrement. L'agencement des pièces, minimaliste, avec des matériaux qu'on trouve sur place. Il y a la main-d'œuvre est là. Et on a 30% d'économie par rapport à une construction normale. En Côte d'Ivoire, de grands chantiers d'habitat, de bâtiments et de travaux publics sont en cours de réalisation. Les pouvoirs publics gagnent à tirer profit d'Archibat pour identifier les nouvelles opportunités. Notre troisième invité nous a rejoint sur le plateau de 100% Éco, Romaric Ateke. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte et fondateur de l'association Africarchi, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre association Africarchi? Mais Africarchi est une association loi 1901 basée en France et qui a pour objectif d'amplifier et de soutenir l'enseignement et la profession de plusieurs domaines tels que l'architecture, l'urbanisme, la construction, le génie civil en Afrique et aussi sur le plan international, promouvoir les jeunes talents africains dans ces domaines que je viens de citer tout à l'heure et en même temps non seulement les promouvoir mais faire comprendre aux décideurs africains que ces domaines, l'assainissement, l'urbanisme et autres sont des catalyseurs pour le développement du continent africain. En gros, voilà. Très bien. Et je sais que, enfin, nous savons qu'avec votre entreprise Archiconsult, Global Archiconsult, pardonnez-moi, vous êtes à l'initiative d'un projet de charte architecturale urbaine et paysagère qui s'appelle le Grand Cotonou. Le Grand Cotonou. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu les tenants et les aboutissants de ce projet et nous présenter votre structure? Global Archiconsult est une entreprise aussi qui est basée en France et qui est une entreprise d'architecture, d'urbanisme, construction, de conseil en même temps de design. Donc par cette entreprise-là, aujourd'hui, je travaille avec tout un panel de professionnels et d'experts, donc composé d'architectes, d'urbanistes, y compris des étudiants aussi, mais qui ont un niveau master, qui sont certains au Canada, en Europe et puis en Afrique, répartis un peu partout. Voilà. Okay. Parce que aujourd'hui, c'est de l'architecture participative, de la collaboration participative. Parce que pour faire une ville, on ne peut pas la faire tout seul. Et voilà, ça requiert plusieurs corps d'État et en même temps plusieurs compétences. Donc on est une bonne douzaine d'experts, de professionnels sur ce projet-là. Et c'est requalifier, désengorger la ville de Cotonou, tout comme la plupart des villes africaines aujourd'hui, qui connaissent un croissant étalement urbain. Donc c'est pour freiner cet étalement urbain-là et proposer de redynamiser la ville, l'élargir sur les abords immédiats, créer des espaces verts comme l'a souligné tout à l'heure monsieur Guillaume Kofi, donc des espaces verts, des cheminements sécurisés et pour créer des axes, des percées dans les rues et aussi apporter l'assainissement, les traitements de déchets, la gestion, vraiment important parce que il est bien d'avoir des infrastructures, mais il est aussi bien de réseauter ces infrastructures-là vers des canalisations qui sont après elles dédrainées où besoin il y a. Adil, tu avais une question? Romaric Ateke, comme on l'a pu observer dans le reportage, et j'ai bien compris, vous avez parlé de désengorger les villes, vous avez notamment fait allusion à ce qu'on a pu voir dans le reportage. Moi j'ai une question quand même tout de même, on voit bien que là ils essayent d'apporter en tout cas, d'être en phase avec l'évolution de la société et puis cette démographie qui est croissante. En même temps, mais est-ce qu'il y a ici, là par exemple, comme si on parle de la Côte d'Ivoire, les moyens de ces ambitions? Concrètement, parce que la population, est-ce qu'elle est prête à entendre ce discours-là? Évidemment, comprenez bien qu'aujourd'hui, non seulement
la démographie, elle est croissante, mais elle est galopante. Parce que la situation, elle est vraiment alarmante. Elle est galopante aujourd'hui, d'ici, d'après les statistiques. D'ici 2050, il y aura 1,2 milliard de citadins dans les villes africaines. C'est énorme. Donc aujourd'hui, les populations... Très vite. Et aujourd'hui, les pays comme l'Asie de l'Est ou même de l'Europe, ils ont eu plus d'un siècle pour se développer. Donc ils ont eu les moyens de répondre à ces besoins-là. Mais nous, on n'a même pas 50 ans. On n'a même pas un demi-siècle pour répondre à ces besoins-là. Est-ce qu'il faut prévoir, par exemple, un plan de campagne de sensibilisation auprès de la population? Tout bête, mais est-ce que c'est l'une des initiatives qui doit être entreprise, par exemple, par les gouvernements ou par les différents États? Il le faut, tout à fait. Aujourd'hui, les collectivités locales doivent avoir les compétences qu'il faut, mettre en place des commissions d'experts composées d'experts locaux et internationaux, et non que ces commissions-là soient juste intégrées des experts internationaux. Parce que sans les locaux, sans les usagers, évidemment, c'est eux qui vivent dans cet tissu condensé de la ville. Donc c'est impliquer en fait tout le monde. C'est un peu comme nous on fait avec le projet Le Grand Cotonou. C'est travailler en même temps avec plusieurs personnalités, confiner, nous, nos connaissances, nos compétences, mais en même temps travaillant avec les usagers qui y vivent. Parce que si on doit répondre aux besoins de ces usagers, aux besoins de ces locaux, il faudrait qu'on sache ce qu'ils vivent. Et afin de proposer des projets qui répondent. Et après, aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils ne sont pas, la plupart, il y a les zones rurales qui ont amplifié justement la venue de ces ruraux en milieu urbain. Donc c'est un nouveau cadre de vie, c'est de nouveau... Vous avez dit désengorger les villes, la ville. Justement, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour désengorger les villes? Aujourd'hui, comme le nom du projet le dit, hein, c'est le Grand Cotonou. On peut prendre l'exemple tout bête du Grand Paris aujourd'hui. Voilà, agrandir la ville. Travailler sur... à Paris, sur quelques projets? Non, sur le Grand Paris, évidemment. Je n'ai pas travaillé sur le Grand Paris. J'ai des amis qui travaillent. J'ai des amis dans certaines mairies qui sont en Ile-de-France, qui sont justement, ces territoires-là font partie du Grand Paris. Je n'ai pas travaillé personnellement, mais j'ai des amis qui ont travaillé. Aujourd'hui, comme le dit le Grand Cotonou, c'est voir la ville en grand. Donc, un peu autrement aussi, hein, on peut le prendre de cette façon. Donc c'est ne plus voir les limites qui sont présentes aujourd'hui de la ville, mais l'élargir un tout petit peu pour répondre justement à cet étalement urbain qui est vraiment galopant. Donc voilà. Et aujourd'hui, votre structure est initiatrice d'un concours qui s'intitule Archigénieur Afrique. Donc on peut s'inscrire jusqu'au 30 novembre 2013. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le but de ce concours et quels en sont les objectifs? Je vous remercie pour la question. Justement, de par mon association Africarchi, dont je suis le président fondateur, nous organisons chaque année, cette année, nous sommes à la 2e édition de ce concours. L'année dernière, on l'avait organisé, ça avait pour thème le logement collectif en milieu urbain, donc répondre justement à cette demande de l'habitat et construire en verticalité. Et cette année, nous sommes sur un autre thème qui est concevoir ou réhabiliter un marché urbain en Afrique. Parce qu'évidemment, c'est un projet qui traite beaucoup de thématiques sur le plan urbain, sur le plan architectural, sur le plan de la mobilité, parce qu'on sait qu'en Afrique, les marchés, c'est des gens qui quittent les zones rurales pour les zones urbaines. Donc, ça traite aussi de la gestion des déchets, de l'hygiène, de la sécurité, de la gestion des stocks. Donc, c'est un thème qu'on a pu aujourd'hui trancher avec le panel, le jury qu'on a vu l'année dernière. Donc, le concours est lancé depuis le 1er octobre de cette année, donc 2013. On a eu à faire la conférence de presse à la Cité de l'Architecture du Patrimoine, à Trocadéro, le vendredi 13 dernier. Donc, suite à cela, les participants, le concours est gratuit, j'insiste là-dessus, il est gratuit, et ouvert aux étudiants et jeunes professionnels africains, y compris ceux de la diaspora. Mais cela n'empêche pas que les étudiants ou professionnels étrangers, internationaux puissent participer. Il faut juste que le chef d'équipe soit africain ou issu de la diaspora. C'est la seule condition. C'est la seule condition pour que les étrangers puissent participer, parce qu'évidemment, étant chinois ou américains, ils ne comprennent pas évidemment les besoins locaux, donc il faudrait nécessairement collaborer avec les locaux. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 novembre, et puis au 30 novembre, pardon. Et après, la soumission des projets, quant à elle, la date limite, c'est pour le 31 janvier. Donc, il faudrait qu'on reçoive les projets au plus grand tard le 31 janvier. Et suite à cela, il y a une délibération qui se fera par tout un panel d'architectes, urbanistes, sociologues, muséologues et historiens. Et cette délibération, lors de la délibération, on va sélectionner les 3 premiers projets qui seront primés.
Et ensuite, on va sélectionner toute une dizaine, voire une quinzaine de projets qui seront exposés dans plusieurs pays en Afrique et aussi dans le monde. Et donnera lieu alors à une exposition internationale, en gros. Et c'est dans cette dynamique-là que nous faisons justement la promotion des talents africains sur le plan international. L'année dernière, on a eu à faire plusieurs expositions à Paris, à Bamako, à Kigali, à Tunis, au Maroc. On en a fait aussi dans 3 villes au Brésil. Donc c'est toujours dans cette dynamique-là. L'année prochaine, on ambitionne de le faire au Japon et aussi aux États-Unis. Et donc vous voyez les choses en grand, en fait. Ben, aujourd'hui, vu la croissance galopante de la démographie en Afrique, il faut voir les choses en grand. Et vous avez d'ailleurs d'autres projets. Vous avez d'ailleurs d'autres projets, par exemple des expositions, des magazines, des conférences. Vous animez des conférences sur cette problématique-là. Oui. Dans la même dynamique et en complémentarité de nos actions que je viens d'énumérer tout à l'heure, donc le concours et l'exposition, nous sommes aussi dans la même dynamique d'informer, de sensibiliser aujourd'hui les professionnels et aussi les étudiants et aussi les amoureux des domaines que nous traitons. Donc dans ce but, nous organisons des conférences que nous appelons les Afrique Conférences. On a pour ambition de l'organiser chaque 3 mois. Donc on a eu à l'organiser le 15 mai, il y a quelques mois de cela à Paris. Le thème était quel aménagement urbain pour les villes africaines. On a eu près de 80 participants. Donc tout à fait, c'est encourageant. Donc là, d'ici la fin de l'année, on va organiser une autre Afrique Conférence à Tunis avec une structure locale qui sera toujours dans la même dynamique. Et au-delà de ces conférences que nous organisons trimestriellement, on a aussi lancé il n'y a pas longtemps, le 1er octobre dernier, toujours à la Cité de l'Architecture du Patrimoine à Paris, on a lancé le premier magazine qu'on peut appeler le pionnier de tout ce qui est œuvre architecturale et urbanistique en Afrique, donc des projets en Afrique. Donc il s'appelle Afrique Archi Magazine. Donc ce magazine il est gratuit, c'est un webzine pour le moment. On peut aller sur Internet pour avoir toutes les informations. Vous allez, oui, je prie d'abord, tout d'ailleurs, les téléspectateurs à aller sur www.magazine.africarchi.com ou directement sur notre site internet africarchi.com et ils auront le lien. Donc ce magazine est édité en français et en anglais. Pardonnez-moi, Romaric, on a très peu de temps, oui, je dois conclure, mais je ne doute pas que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et j'invite les téléspectateurs à aller sur Internet pour avoir un peu plus d'informations sur votre association Africarchi. Merci beaucoup, Romaric, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Adil et Fouad, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à cette émission. Je remercie également la régie pour son travail formidable. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle édition de 100% Éco. D'ici là, portez-vous bien.